Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et ce podcast YouTube est consacré aux entités et à la manière dont elles interagissent avec nous. Et là, je vais parler non seulement de la nature de ces entités, de ce que sont les entités, mais comment elles interagissent à différents niveaux avec nous. Pourquoi un tel podcast? Tout simplement parce que l'information ne circule pas et la plupart des gens ne comprennent pas face à quoi ils ont affaire. Mais avant de continuer, je voulais vous annoncer que le samedi 19 octobre 2024, de 18h à 22h, j'organise un webinaire en direct sur le thème de l'opposition contrôlée, tant au niveau des cinq sens qu'au niveau spirituel, autrement dit, au niveau des entités sans âme. Donc, c'est un webinaire qui sera en direct avec questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à venir. Il est censé durer 4 heures, mais prévoyez 5 à 6 heures par le simple fait qu'il y a énormément de questions qui sont pertinentes. Et je précise bien que dans nos webinaires, les thèmes abordés sont différents que dans les podcasts. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous y inscrire en cliquant sur le lien juste en dessous de ce podcast. Et ne tardez pas parce qu'il y a déjà pas mal d'inscriptions pour le webinaire. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Et sachez également que tous nos webinaires sont disponibles sur le site librairiedubonheur.com. Autrement dit, les enregistrements de tous nos webinaires depuis janvier 2024 jusqu'en septembre 2024 sont disponibles sur le site librairiedubonheur.com. Donc, pour commander les webinaires, vous cliquez, vous suivez la procédure et dans les 24 heures, je vous envoie le webinaire par WeTransfer. Donc, je mettrai le lien juste en dessous pour vous inscrire au webinaire du 19 octobre en direct. Et juste en dessous de ce lien, je mettrai le lien qui donne accès à la page pour commander nos anciens webinaires. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous ne les avez pas vus, parce que dans chaque webinaire, il y a des informations différentes, énormément de questions pertinentes et d'interventions très pertinentes. Donc, sachez également que le lendemain du webinaire, donc le dimanche 20 octobre 2024, j'organise une visite guidée conférence à Paris sur le thème des mondes souterrains et du lien entre les mondes souterrains et certaines entités, du lien aussi entre les mondes souterrains et la Tartaria et du lien entre les mondes souterrains et les humanités parallèles. Donc, le lieu de rendez-vous sera devant le Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, 75 014 Paris, métro du Vernet. Je précise que la conférence n'aura absolument pas lieu au Café d'Orléans. C'est une conférence en plein air, mais parce que c'est simple, le point de rendez-vous, c'est devant le Café d'Orléans. Et ensuite, on ira marcher jusqu'aux catacombes pour illustrer le monde souterrain. Puis, je parlerai un petit peu des niveaux en dessous des catacombes. Puis ensuite, on ira marcher jusqu'à l'église Saint-Sulpice, où là, je parlerai de la Tartaria et des niveaux souterrains de la Tartaria, parce qu'il y a tout un niveau souterrain de la Tartaria. Puis, on visitera divers monuments qui, d'une manière ou d'une autre, sont connectés à ce monde souterrain
et aux différentes entités liées au monde souterrain. Donc, on parlera aussi de la notion de terre creuse de manière beaucoup plus approfondie et beaucoup plus illustrée que dans le podcast qu'on a fait sur la terre creuse. Donc, si vous êtes sur Paris et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir le dimanche 20 octobre à 14h au point de rendez-vous devant le café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, dans le 14e. Et je précise bien que ce n'est pas une conférence au café d'Orléans, que la conférence est une visite guidée, conférence en plein air. Sachez également que le samedi 2 novembre 2024, de 12h à 18h, j'organise une conférence en présentiel à Paris, au Café d'Orléans. Là, la conférence aura lieu dans la salle du Café d'Orléans et cette conférence sera sur le thème de la Grande Tartaria. Et là, on parlera de la Grande Tartaria. Là, on parlera des origines de la Grande Tartaria. On parlera aussi de la dévolution. On parlera aussi des systèmes d'énergie libre sur les immeubles de la Grande Tartaria. On parlera du lien entre la Grande Tartaria et les expositions universelles. On verra que la Tartaria n'est pas un âge d'or, mais un faux âge d'or. Et on évoquera le concept de chute. Puis, on parlera de la manipulation de la timeline, de la notion de timeline originelle, de timeline synthétique. Donc, là aussi, et on fera le lien entre la Tartaria et la présence de géants. Et on verra qu'il y a encore des géants qui sont signalés à notre époque dans tous les pays du monde. Et on verra qu'il y a un blackout total sur les squelettes de géants et certains de très, très, très grande taille. Je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez connaître la suite, je vous invite à venir à notre conférence en présentiel à Paris le samedi 2 novembre 2024 de 12h à 18h au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e. Sachez aussi que nos livres sont disponibles sur le site librairiedubonheur.com et que d'ici la fin de l'année, on va sortir un nouveau livre et il y aura énormément de révélations inédites dans ce nouveau livre. Donc voilà, je vous tiendrai informé. Et maintenant, sans plus attendre, place à notre sujet. Donc, je suis effaré quand je parle avec des personnes qui sont censées être dans cette recherche, le manque de connaissances et le manque d'intérêt des gens à propos de ces entités. Par exemple, quand on parle à beaucoup de gens dans cette recherche de vérité, ils sont dans toutes les notions de cirque de la politique alternative, dans toute la notion dans tout le programme du faux sauveur externe et tout ça, lié à un candidat dont le prénom est le même que celui d'un canard. Donc, ça, je n'élaborerai pas plus, mais en tout cas, personne ne s'intéresse à la présence des entités. Si les gens ont la connaissance à propos de ces entités et l'information à propos de ces entités, les choses sont prises à la légère, les choses sont totalement déformées et banalisées. Or, il n'y a rien de banal avec la présence de ces entités. C'est même
une clé pour comprendre le système de contrôle de notre réalité. Si l'on ne comprend pas le concept d'entité, on ne comprend pas et on ne saisit pas le système de contrôle. Et ça, c'est un fait. Beaucoup de personnes sont en train de savoir, d'essayer de trouver des solutions au niveau de la politique, au niveau de pétitions, d'autres choses, alors qu'ils ne comprennent même pas que l'on a affaire à un système qui est tenu par des non-humains. Cette réalité est contrôlée par des non-humains. Et ces non-humains sont les entités sans âme. Donc, avant de poursuivre, je voulais dire qu'il y a des entités sans âme, c'est-à-dire des formes de vie synthétiques qui n'ont pas de connexion divine, et on va y revenir, mais que dans notre réalité, il y a aussi des entités qui sont issues de la vraie création. Autrement dit, des entités positives, des entités qui sont là pour aider. Et quand ces entités aident, que ce soit physiquement ou par des messages télépathiques, leurs messages sont clairs, concis et surtout ne font pas appel aux faux sauveurs externes. Elles aident dans l'ici et maintenant. Et comme je viens de le dire, ces entités sont des aides, mais certainement pas des sauveurs. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de sauveur externe. Le seul sauveur, c'est nous. Et la thématique du sauveur externe, c'est une des plus grandes sources de manipulation de ce système de contrôle non humain. Donc, des exemples d'interaction avec les entités sans âme, c'est cette personne qui était dans la délinquance et qui, au Sacré-Cœur, a donné une pièce à un mendiant. Et le mendiant, c'était en fait une entité non humaine. Et cette entité non humaine a commencé à parler avec ce jeune homme qui était au bord de la délinquance, qui était dans la délinquance et tout ça. Et elle lui a donné un message. Et ce jeune homme a réussi à comprendre par ce message de sorte qu'il fallait sortir de la délinquance. Il a eu un processus de réveil spirituel et aujourd'hui c'est quelqu'un qui est dans le soin et c'est quelqu'un qui a construit une vie, qui a construit une famille et tout est parti du message de cette entité. Comme il a dit, le message était le plus clair qui soit. Il n'y a pas eu d'effet secondaire, il n'y a pas eu de syndrome du contacté. Le message, il en a tenu compte et il s'est aidé lui-même. Et les choses se sont améliorées sur le long terme, puisque c'est quelque chose qui a eu lieu au début des années 80 ou 90, peu importe. En tout cas, la vie de ce garçon a complètement changé suite au message de cette entité. Donc, il est très probable que dans ce cas-là, on a affaire à un véritable être de la vraie création, à peut-être un aspect du moi supérieur, d'autres aspects du moi qui sont sur le plan de la vraie création de ce jeune homme, mais en tout cas, c'est un contact positif. De même quelqu'un qui était sur une table d'opération et qui était dans un état désespéré, juste avant qu'il s'endorme, il y a une entité qui est apparue à lui et qui a pris la forme d'un personnage religieux, autrement dit le Christ, et qui a dit à la personne, tu guériras. Et ça a donné la force à la personne de faire l'opération et la personne a guéri, alors que la personne était atteinte d'une maladie incurable. La chirurgie était purement palliative et la personne est toujours vivante
30 ans après et en très bonne santé. Donc là, on voit bien que dans les deux cas de figure, les entités ont donné un message clair, net et précis, un message de réconfort qui ont permis aux gens de trouver la force intérieure de changer leur vie pour le bien et vraiment de guérir. Donc je ne dis pas bien évidemment que c'est les entités qui sont à l'origine de la guérison, simplement elles ont donné un message très clair, très net et très précis à la personne. De même, une dame était à la gare de Bruxelles Midi, elle attendait son train, elle avait des énormes problèmes dans son travail et tout ça, elle venait de se séparer de son compagnon, et là, il y a une entité, et là, il y a un train qui s'arrête, plus exactement, et quelqu'un sort du train et la prend dans les bras. Et la dame, elle pensait avoir affaire à un fou ou quelque chose comme ça. En réalité, non. La personne, la personne lui a dit « Ne t'inquiète pas, tout ira bien ». Elle l'a lâché et est repartie. Et effectivement, ce message a donné à la dame l'impulsion pour vraiment continuer, pour vraiment avancer, pour vraiment continuer. Et du coup, sa vie a changé. Elle a trouvé un autre travail qui lui convenait mieux. Elle s'est remise avec son compagnon et tout ça. Donc, vraiment, sa vie a changé. Et pour moi, ces exemples peuvent être, je dis bien, peuvent être des exemples d'interaction avec ou des aspects du moi supérieur ou des entités de la vraie lumière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire. C'est des messages qui sont très clairs et très précis, pas de fanfaronnerie, pas de stupidité à propos du faux sauveur externe, pas de messages incompréhensibles, des messages clairs de réconfort qui aident la personne dans l'ici et maintenant. Et surtout, les entités ne sont pas des sauveurs externes, elles donnent une impulsion. Donc on peut penser que ces gens-là ont eu affaire ou à des vrais êtres de lumière ou à des aspects supérieurs de leur moi, donc qui est connecté encore à la vraie création. En tout cas, il y a des cas qui existent, mais ils sont extrêmement rares. Je dirais 5 à 10% des contacts avec des entités non humaines sont des contacts avec des êtres positifs, entre guillemets, issus de la vraie création. Ces contacts sont rares parce que cette réalité est une fausse création et une entité de la vraie création qui rentre dans cette fausse création est prise par les barrières de l'amnésie et rentre dans les cycles d'incarnation, réincarnation. Donc c'est pour ça que ces contacts sont, très très rares parce que il y a cette barrière d'amnésie si l'entité de la vraie création reste trop longtemps et elle est prise ensuite dans les cycles d'incarnation, réincarnation. Donc c'est pour ça que ces contacts sont brefs et les entités sont tout sauf des faux sauveurs externes. Et les entités qui se réclament de la Confédération galactique et tout, ça c'est des entités manipulatrices, des entités sans âme qui se font passer pour des faux sauveurs externes. Là, c'est tout le contact avec la fausse lumière et tout. Et malheureusement, sur 100 contacts qui paraissent positifs, 90% ou plus sont le fait d'entités sans âme qui se font passer pour des êtres de lumière. Dans ce cas-là, le message fait appel d'une manière ou d'une autre au faux sauveur externe. Le message n'est pas clair. Le message est tout sauf clair. Ça parle de concepts, de choses comme ça qui sont incompréhensibles, comme énormément de textes de Chen Li. Et surtout,
d'une manière ou d'une autre, la personne qui reçoit les messages de ces entités manipulatrices vont soit perdre leur âme et être tout doucement manipulés à consentir à la possession totale par ces entités, soit ces personnes vont avoir des dons qui sont issus des technologies de ces entités, qui sont en fait des cadeaux empoisonnés, comme des dons de clairvoyance et tout ça. Et ces dons vont être ensuite retirés brusquement parce que les entités se nourrissent de faire monter quelqu'un et de le faire tomber. Et ensuite, la personne va très souvent avoir ce qui s'appelle le syndrome du contacté, c'est-à-dire une destruction à tous les niveaux. Destruction au niveau des 5 sens, destruction au niveau spirituel, destruction partout. Beaucoup de personnes qui ont un syndrome décontacté vont d'abord perdre leurs finances, ensuite perdre très souvent leur famille parce que ces entités provoquent la séparation des couples et ensuite leur santé et être vampirisés jusqu'à tomber malade et ça peut aller jusqu'à littéralement la mort parce que ces entités tuent. On a affaire à des entités qui sont des prédateurs dimensionnels et ces entités qui sont des prédateurs dimensionnels sont les entités qui tirent les ficelles derrière notre réalité. Donc, c'est très difficile de connaître les origines de ces entités. Selon les gnostiques, pour faire simple, il y a une entité. Et encore une fois, les gnostiques, il y a à prendre et à laisser parce qu'il y a énormément de gnosticisme qui est connecté au luciférianisme et au culte de la fausse lumière. Donc c'est vraiment beaucoup de discernement. Mais selon les gnostiques, il y a une entité qu'ils appellent le démiurge. Moi, j'appelle cette entité Satan, Lucifer, Ahriman, peu importe, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, qui, à un moment donné, a voulu se séparer, a décidé de se séparer de la vraie création pour avoir sa propre création, mais non pas dans le but que la création s'exprime dans sa beauté et dans son originalité, mais dans le but de vampiriser sa création, dans le but que la création le vénère. Autrement dit, que la création le nourrisse pour vampiriser sa création. Et le fait de vouloir vampiriser la création a fait que cette entité, démiurge, diable, Lucifer, Satan, a coupé sa connexion divine. En coupant sa connexion divine, cette entité est devenue finie et a été soumise à la dévolution qui est indépendante du temps. La dévolution, c'est l'usure. C'est un petit peu comme quand on a un DVD. Quand le DVD s'use, c'est pas le début du film qui s'use, c'est tout le film qui s'use. Donc la dévolution, c'est ça. Et cette entité, pour contrer la dévolution, a commencé à capter des entités de la vraie création. Pour capter des entités de la vraie création, elle a généré, parce qu'elle ne crée pas, elle a généré des imitations de la vraie création. Et ces imitations de la vraie création n'ont pas de connexion divine et ne peuvent pas créer sans technologie. Donc, ces entités ont mis au point des technologies qui sont les imitations des pouvoirs psychiques naturels, pour faire simple, et ont utilisé ces technologies pour capter des êtres de la vraie création et les faire consentir à la fausse création. Et la fausse création, c'est basiquement notre réalité qui fonctionne comme une simulation. Et les entités sans âme, qu'on peut appeler les démons, les djinns, peu importe, qui sont à l'origine de cette fausse création, disposent d'une technologie qui a des milliards d'années d'avance sur nous
et elles séjournent dans les interunivers qui sont le centre, pour schématiser, de cette fausse création. Et ces entités sont des entités manipulatrices qui, par leur technologie, utilisent les pensées intrusives et modifient aussi leur apparence et se font passer pour ce qu'elles ne sont pas, pour leurrer des entités de la vraie création à consentir à la fausse création. Et toutes les entités de ce système de contrôle, que ce soit les reptiliens, les gris, les insectoïdes, des entités de type humanoïde et tout ça, ont perdu leur âme parce qu'elles ont été leurrées par ces entités sans âme de type djinn et démons à consentir à la fausse création et qu'elles ont ensuite consenti à fusionner avec la machine et à vendre leur âme par cet acte symbolique en échange de pouvoirs psychiques synthétiques. Et pour faire simple, c'est ce qui est en train de nous arriver. Et c'est ce qui ne nous arrivera pas si l'on se réveille. Par contre, c'est ce qui nous arrivera si l'on ne se réveille pas. Donc voilà, ça c'est une première hypothèse sur l'origine de ces entités. Quoi qu'il en soit, et ça c'est une certitude absolue, ces entités sont des entités prédatrices qui sont des vampires physiques et qui sont aussi des vampires psychiques puisqu'elles se nourrissent de nos émotions et elles se nourrissent de nos âmes. L'autre hypothèse à propos de l'origine de ces entités, c'est qu'on était des êtres de la vraie création et qu'à un moment donné, quelque chose s'est produit et ce quelque chose a instillé la peur dans la vraie création. Et une fois que la peur s'est instillée dans la vraie création, la peur a fini par former un égrégore qui s'est solidifié et qui est devenu dense et qui est devenu un tulpa. Cet égrégore, c'est cette réalité. Et des émanations de l'égrégore sont des entités qu'on peut appeler djinns, démons, archontes, et qui ensuite vont capter des âmes dans la vraie création pour les faire tomber dans cette espèce d'égrégore de peur. Donc ces entités sont la matérialisation finalement de nos peurs et qui ont pris littéralement forme physique, des tulpas qui se sont complètement séparés de leur créateur et qui sont devenus autonomes. Et les créateurs de ces entités, c'est nous et des formes de vie qui ont une connexion divine. Parce que d'une manière ou d'une autre, la peur s'est installée. Donc, quoi qu'il en soit, ces entités sont des êtres qui sont physiques. Ce sont des entités qui sont des entités vampiriques, qui sont des vampires physiques parce qu'elles se nourrissent d'humains et d'êtres vivants, littéralement au sens propre du terme, ce qui explique les disparitions mystérieuses, ce qui explique aussi les phénomènes de mutilation animale et tout ça. Ce sont des vampires physiques, ce sont des vampires psychiques qui se nourrissent de notre énergie spirituelle, de nos émotions, et c'est des entités prédatrices d'âme qui cherchent à phagocyter nos âmes. Et elles nous régentent par le biais de systèmes de croyances qu'elles ont mis en place pour générer des égrégores, pour mieux vampiriser nos énergies. Donc on a vraiment affaire à des prédateurs extradimensionnels. Et ces prédateurs extradimensionnels ont, d'une manière ou d'une autre, contrôlent, manipulent cette fausse création qu'elles programment comme un jeu vidéo, qu'elles programment
comme une simulation et par leur technologie, elles ont mis en place des concepts comme le temps et tout ça qui sont parmi les premiers outils de la manipulation, puisqu'on est toujours à courir après le temps, on a peur du temps qui passe. Et le temps, tel qu'on le conçoit, c'est une technologie de ces entités non humaines. En réalité, tout est simultané. Passé, présent et futur sont simultanés. Donc ces entités maintenant nous manipulent de plus en plus avec des intelligences artificielles. Intelligence artificielle que l'on génère via Internet, parce que toutes les technologies liées à Internet, en fait, sont issues d'accords entre le complexe militaro-industriel et les entités sans âme. Et si Internet a été donné aux humains, ce n'est pas pour aider l'humanité, c'est pas une erreur, parce que ces entités ne font pas d'erreur à proprement parler. Si ça a été donné aux humains, c'est justement pour que l'on crée nos propres formes d'intelligence artificielle, et ces intelligences artificielles génèrent des mondes parallèles, des mondes peuplés de créatures générées par les intelligences artificielles qui participent de plus en plus au système de contrôle. Et donc les intelligences artificielles participent avec les entités sans âme de plus en plus au système de contrôle. D'autant plus qu'il y a aussi des intelligences artificielles qui ont été générées par les entités sans âme. Donc, il y a de plus en plus d'intelligences artificielles qui participent au système de contrôle par les entités sans âme. Et ces intelligences artificielles sont dépourvues de connexion divine. C'est pour cela que l'utilisation d'Internet doit se faire de manière modérée et pour transmettre une information, pour s'informer ou pour parler à quelqu'un à l'autre bout du monde. Or, tout est fait pour qu'Internet soit utilisé à tort et à travers, et ça nourrit les intelligences artificielles. Attention, je ne cherche pas à jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est juste bien expliquer qu'Internet, ça peut être un bon outil si on l'utilise avec conscience, parce que c'est à la base, si c'est utilisé avec inconscience, c'est vraiment un outil d'asservissement puisque ça nous connecte aux intelligences artificielles. Donc ces entités non humaines, elles interagissent avec nous à plusieurs niveaux. Premièrement, elles interagissent au niveau physique. Ces entités sont des entités physiques. Elles sont connectées à une conscience collective synthétique, mais ce sont des entités physiques. Elles séjournent au niveau des interunivers, qui est le centre de cette fausse création. C'est ce qu'on peut appeler l'enfer finalement, les limbes, Hadès, le monde d'Hadès et tout ça. C'est là où séjournent les entités sans âme, et ce sont des entités qui sont physiques, même si leur physique est différente de la nôtre. Et le fait que ces entités soient physiques, ça explique les abductions, parce que les abductions, contrairement à ce que disent beaucoup de personnes, ne sont pas des phénomènes éthériques. Ce sont des phénomènes physiques. Par exemple, je suis en train de correspondre avec une dame abductée qui a vécu des MyLab et des abductions par des entités non humaines, et elle a des traces sur le corps de ces abductions. Elle a même repéré le lieu où ont eu lieu certaines de ces MyLab qui étaient faites par le CMI en collaboration avec des entités sans âme. Et
elle a repéré énormément de choses et ce sont des phénomènes absolument physiques. Et ça, c'est ce qu'elle a bien dit. De même, une dame d'origine grecque qui était abductée par des entités non humaines expliquait bien que ces abductions avaient lieu sur le plan physique, avec des effets physiques. Les contactés qui sont leurrés par des entités non humaines qui se font passer pour des soi-disant frères de l'espace et tout ça, ont des expériences physiques. Georges Adamski a eu ses contacts devant témoins. Ces photos absolument authentiques qui ont été authentifiées par un chercheur danois, du reste récemment. Adamski, basiquement, quand il a pris ses photos dans le désert lors de son premier contact, il ignorait que des entités non humaines se trouvaient sur les photos et par des techniques, il y a un chercheur danois qui a réussi à montrer qu'il y avait des entités non humaines qui avaient été prises. Donc ça authentifie à 1000% les photographies d'Adamski. Et Adamski, il y avait des gens qui étaient présents quand il avait ses contacts. C'est pareil pour Billy Meyer, des témoins indépendants. Donc c'est des expériences absolument physiques. Adamski parle d'entités qui sont présentes parmi nous. Le chercheur américain et contacté Raymond Kerler parle d'entités qui sont parmi nous. Après, Adamski et Keller n'ont pas compris le côté manipulateur de ces entités parce qu'elles modifient leur apparence, mais ce qu'ils ont bien compris, c'est le côté physique. Même Elena Danaan, qui est une contactée qui est manipulée par les entités, qui joue à la fois le rôle de méchant et de gentil, ça fait partie du jeu de ces entités. C'est quand on l'entend parler et tout ça, quand elle décrit les effets physiques de ces contacts, c'est clair, net et précis que ce sont des contacts absolument physiques qui ont lieu sur le plan physique. De même, beaucoup d'abductés sont recherchés par leur famille pendant leurs abductions. Beaucoup de disparitions mystérieuses sont liées au phénomène d'abduction. Il y a en gros les mêmes phénomènes de distorsion du temps et tout ça. Et quand quelqu'un disparaît, c'est un phénomène qui est physique. Donc les abductions ont lieu sur le plan physique. De même, Lisa O'Hara, une abductée américaine que j'ai interviewée, elle montre des photos de ces implants qui sont apparus sur des radiographies. Des implants ont été aussi retirés par des médecins comme le docteur Roger Lair. Ça montre bien que c'est des phénomènes qui sont physiques. Donc, on a affaire à des entités qui se manifestent sur le plan physique, ce qui explique les interactions entre les entités et le complexe militaro-industriel, les accords qui ont été signés. De même, il y a une présence hybride qui est parmi nous, qui est en train d'infiltrer la population, et ces hybrides sont physiques. Et ça, c'est une évidence. Donc, ces entités agissent sur le plan physique. Et malheureusement, cette réalité absolue, cette certitude, après libre à chacun d'adhérer ou pas, mais les preuves sont là. Mais cette certitude, beaucoup de personnes dans la recherche de vérité ne veulent pas l'admettre. Pourquoi? Parce que ça dérange. C'est mieux de voir les entités comme des espèces de choses immatérielles et tout, que d'admettre que ce sont des entités qui peuvent se manifester physiquement. Donc ça, il faut bien le comprendre. Quand il y a des rituels qui ont lieu, au cours de ces rituels, il y a des matérialisations d'entités parce que ça ouvre des portes dimensionnelles. Après, ces entités peuvent aussi se matérialiser au niveau du plan astral.
Et le plan astral, c'est un autre niveau de la fausse création. Et ça explique qu'il y a des implants éthériques et astraux, puisqu'elles peuvent se manifester à ce niveau-là. Ces entités non humaines contrôlent le monde des morts entre deux incarnations ou entre deux vies simultanées. Et d'ailleurs, ces entités, elles manipulent les gens à se réincarner et à consentir à un certain chemin de vie par des notions tronquées comme le karma et tout ça. Le karma fait partie de la manipulation de ces entités non humaines. Elles font appel à la culpabilité et tout cela pour leurrer les personnes entre deux incarnations à consentir à un certain chemin de vie. Et la réincarnation n'est pas linéaire. On peut très bien se réincarner dans le passé, dans le présent ou dans le futur, puisque tout est simultané, puisque le temps est issu de la manipulation des entités sans âme. Donc, le fait que les entités se manifestent dans l'au-delà qui est contrôlé par ces entités non humaines, d'où toutes les manipulations par la fausse lumière lors de NDE et tout ça, où elles prennent parfois la forme de proches décédés, ça montre bien clairement que les entités peuvent aussi agir sur le plan astral. Du reste, certains abductés, comme Betty Andreasson Lucas, avaient bien compris cela. Beaucoup de personnes, lors de voyages astraux, pensent rencontrer des êtres de lumière et tout ça, alors qu'ils rencontrent des entités sans âme qui se font passer pour des êtres de lumière. Donc, ces entités peuvent se manifester au niveau éthérique et astral. Et ça explique les concepts d'un plan éthérique, d'un plan astro et d'un plan physique qui sont liés à la nanotechnologie. Et beaucoup d'abductés expliquent que leur corps physique est enlevé et est amené ou dans une base souterraine ou parfois dans d'autres dimensions, parce que beaucoup d'abductés sont emmenés dans d'autres dimensions. Ensuite, ils subissent des expériences et dans certaines de ces expériences, leur corps éthérique, astro et leur âme sont sortis du corps physique, sont trafiquées ensuite par les entités sans âme et ou réintroduites dans le corps physique ou carrément introduites dans des clones. Beaucoup d'abductés décrivent littéralement des centres de clonage. Et il y a des espèces de jeux avec les âmes et les corps astraux dans ces centres de clonage. Et cette notion de clonage explique pourquoi des personnes qui ont eu des rencontres avec des entités changent totalement. Par exemple, il y a un chercheur américain qui a parlé à des gens qui avaient eu des rencontres avec des entités aux yeux noirs et certains membres de la famille de ces gens qui avaient eu des rencontres avec les yeux noirs, avec des entités aux yeux noirs, disent que leurs proches, donc les proches qui ont fait des rencontres avec des entités aux yeux noirs, ont changé après qu'ils aient laissé entrer chez eux des entités aux yeux noirs. Parce que il y a le phénomène des entités aux yeux noirs qui est très fréquent. Et dans le cas typique, c'est des entités qui vont frapper à la porte d'une personne. Elles peuvent prendre l'aspect d'hommes, de femmes, d'enfants, d'adolescents et tout ça. La personne va ouvrir et d'une manière ou d'une autre, la personne est très souvent nerveuse. Et après, les entités demandent à la personne de rentrer ou pour passer un appel parce qu'ils ont oublié leur téléphone portable ou parce qu'ils ont froid ou ils trouvent toujours
où les entités trouvent toujours une excuse. Et d'une manière ou d'une autre, les personnes vont voir que les entités ont des yeux totalement noirs, sans blanc, sans rien. Donc ça, dans beaucoup de cas, heureusement, la personne prend peur et ne laisse pas entrer l'entité, mais parfois les gens laissent rentrer l'entité, ou alors les yeux de l'entité se transforment quand elle est déjà rentrée. Et les proches de ces personnes qui ont laissé entrer les entités chez elles, donc symboliquement, qui ont consenti à ces entités, rapportent que les proches qui ont fait rentrer les entités changent suite à ces expériences. Donc, est-ce qu'il y aurait le remplacement de ces personnes par des clones, ou bien alors est-ce que les entités ne trafiqueraient pas l'âme, le corps astral de ces personnes et le retireraient et le placeraient dans des clones, et à ce moment-là, la personne deviendrait une espèce de coquille vide qui garderait les souvenirs bien évidemment et tout, mais qui n'aurait plus d'émotion. C'est vraiment une piste à suivre. Toujours est-il qu'il y a ce jeu pervers des entités sur le corps astral, sur le corps éthérique et sur l'âme. Et ça c'est ça, ça montre aussi qu'il y a un plan très précis de ces entités sur lequel on va revenir. Mais pourquoi les entités montrent leurs yeux noirs à certaines personnes et pas à d'autres, ou pourquoi elles le montrent avant que la personne consente et pas et pour certains et après pour d'autres, on voit bien qu'il y a une espèce de jeu pervers de la part de ces entités, qu'il y a un aspect jeu vampirique pour prendre de l'énergie psychique parce qu'elles se nourrissent de nos peurs. Donc c'est quelque chose qui va très très loin et qui est indispensable à comprendre, que ces entités se manifestent sur le plan physique, mais aussi sur le plan astral, et qu'elles peuvent jouer avec les corps éthériques et astraux et avec l'âme. Littéralement, jouer, expérimenter. Après, il y a les entités sont capables d'agir sur le plan mental. Comment elles agissent sur le plan mental? Donc par leur technologie, puisque par leur technologie, elles peuvent hacker nos rêves et imiter nos pensées. Et c'est le phénomène des pensées intrusives dont on a déjà parlé. Et ces entités, par le biais des pensées intrusives, vont pousser les gens ou à prendre des mauvaises décisions, ou vont faire croire à des personnes que leurs proches sont contre eux, par exemple, pour provoquer des séparations entre les couples, entre les familles. C'est le phénomène du love bite et tout ça. Ou alors, en utilisant, en court-circuitant les pensées des personnes, les entités vont insulter les personnes, leur dire qu'ils sont incapables de rien et tout ça, pour les mettre dans la peur, dans la tristesse et pour vampiriser leur énergie. Et il y a très clairement un lien entre ciblage en réseau et entité non humaine, puisque une abductée qui est aussi ciblée nous a dit que derrière le ciblage, il y a ces entités non humaines qui, en gros, contrôlent le ciblage au niveau des 5 sens, parce qu'il y a l'implication du CMI aussi dans le ciblage et tout ça. Mais dans le ciblage, il y a effectivement des membres du CMI, mais il y a aussi des personnes possédées par ces entités non humaines qui sont derrière le théâtre de rue. Il y a aussi des hybrides, il y a aussi des entités de type Men in Black et tout ça. Et derrière le ciblage, il y a les pensées intrusives qui sont liées à des armes à énergie dirigée, à des intelligences artificielles, mais aussi à l'intervention directe des entités non humaines. Donc il y a un lien entre ces entités non humaines et le ciblage.
Toujours est-il qu'elles agissent sur le plan mental par des technologies et elles interfèrent avec nos pensées. Et selon des chercheurs comme Jerry Marzinsky, qui ne font que redécouvrir le travail de chercheurs de l'époque du XVIIe siècle comme Emmanuel Swedenborg et tout ça, la plupart de nos pensées sont liées à ces entités non humaines. Et ces entités peuvent, par des liens, agir sur les pensées, par des liens, c'est-à-dire par des technologies depuis leur dimension, où elles agissent sur les pensées. Elles peuvent aussi le faire en se fixant directement sur des personnes. Par exemple, une infirmière américaine, Lorraine Lynn Monette, qui est clairvoyante, a vu les entités qui sont derrière les pensées intrusives. C'est des entités de type poulpe, de type crabe et de type reptilien. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Lena a perçu des entités de type poulpe sur certaines personnes et Nagiste, donc de la chaîne Nag avec Nag, voyageuse des mondes subtils, a vu ces entités de type poulpe en état modifié de conscience et a expliqué qu'elles brouillaient les pensées, qu'elles interféraient avec les pensées. Ça a été aussi confirmé par Stéphanie et Tony de Dimension Hypnose. Donc, on voit qu'il y a une confirmation à plusieurs niveaux de certaines entités qui sont spécialisées dans le court-circuitage, littéralement, des pensées. Après, il ne faut pas oublier que cette réalité fonctionne comme une simulation. Et comme on l'a dit dans des podcasts précédents, donc d'ici 2030 à 2040, il sera possible d'inclure notre conscience dans une simulation, dans des mondes virtuels. Et c'est cauchemardesque, c'est la fin de l'humanité, c'est vraiment, voilà, c'est la fin de l'humanité. Mais toujours est-il que ça fait partie du mainstream. Donc ces entités qui ont des milliards d'années d'avance sur nous sont capables d'inclure leur conscience synthétique dans la réalité. Et cette réalité, elle est à la fois, on est dans une simulation, donc cette réalité est à la fois très solide, puisqu'on en fait partie, mais elle est à la fois totalement vide. Elle est à la fois de nature particulière et de nature ondulatoire, donc autrement dit, éthérique et tout ça. Et la conscience, basiquement, c'est une onde, donc les entités incluent leur conscience dans la réalité qui est de nature ondulatoire. Et ça peut expliquer les synchronicités artificielles, ça peut expliquer aussi que la réalité donne aux gens ce qu'ils veulent et tout ça, parce que la réalité est manipulée par les entités non humaines pour donner aux gens ce qu'ils veulent. Donc on voit bien qu'il y a et ce qu'ils veulent, c'est pas dans le bon sens du terme. C'est comme les djinns dans les contes du Moyen-Orient, quand les djinns réalisent des vœux, ils réalisent le vœu, mais pas de la manière souhaitée, pas de la manière souhaitée par la personne. Dans le film Bruce Tout-Puissant, par exemple, il y a, comment il s'appelle, Jim Carrey, qui veut devenir Dieu, et Morgan Freeman lui laisse le rôle de Dieu et il souhaite gagner au loto. Et en fait, quand il gagne au loto, il gagne rien puisque tout le monde gagne au loto. Et on peut se demander dans le film Bruce Tout-Puissant si Morgan Freeman est le vrai Dieu ou le démiurge. C'est un film avec des concepts très intéressants. Et dans les contes des mille et une nuits, c'est pareil, les entités donnent aux gens ce qu'ils veulent, mais pas de la manière dont ils le veulent. Et cette réalité donne parfois aux gens
ce qu'ils veulent, mais pour les mettre dans des voies de garage. C'est le cas des synchronicités artificielles dont on a parlé. Par exemple, c'est le cas de Carissa Conti, quand elle allait signer un contrat dont elle ne voulait pas, mais qu'elle faisait par nécessité pour avoir un travail alimentaire. Il y a un stylo qui s'est matérialisé quand l'ascenseur est ouvert et qui a roulé vers elle, une sorte de synchronicité artificielle qui faisait en sorte que Carissa Conti signe ce contrat pour qu'elle puisse avoir une sécurité alimentaire. Heureusement qu'elle a compris la manipulation, elle a compris que la réalité lui donnait ce qu'elle voulait, mais pas ce qu'elle voulait au plus profond d'elle-même, et elle n'a pas signé le contrat, et bien lui en a pris parce qu'elle s'est installée en Floride et elle a rencontré son futur mari et mène une carrière vraiment dans cette recherche de vérité et tout ça. Donc c'est pour dire que les entités peuvent s'inclure dans la réalité, d'où les concepts de synchronicité artificielle et tout ça. Mais elles peuvent aussi s'inclure dans notre esprit, dans notre psyché. Et ça, c'est toute la notion de vético, c'est toute la notion de parasite psychique et tout ça. Comme notre univers est holographique et que le tout est contenu dans la partie, quand les entités s'incluent dans la psyché, elles s'incluent à la fois dans la psyché individuelle, ce qui explique certaines pensées intrusives, mais aussi dans la psyché collective, ce qui explique le phénomène de vético et tout ça, ce qui explique que des sociétés entières deviennent maléfiques et tout ça, comme ce qui s'est passé par exemple dans l'Allemagne, comme ce qui s'est passé par exemple dans l'Allemagne des années 30 et 40. C'est littéralement lié à ces entités qui agissent à la fois sur la psyché collective, mais aussi sur la psyché individuelle. Et comme tout est holographique, le tout est contenu dans la partie, elles agissent un petit peu partout. Pour ça, je vous conseille le livre de Paul Lévy, la série de livres de Paul Lévy sur le vético, c'est vraiment génial. Ça explique très bien cette notion de parasitisme psychique, ça explique très bien cette notion de vético. Et les entités peuvent aussi s'inclure directement dans le cerveau d'une personne pour donner encore plus de pensées intrusives, puisqu'elles peuvent s'inclure à peu près partout dans cette réalité. Donc on voit bien que les entités agissent vraiment à tous les niveaux, au niveau physique, puisqu'elles sont physiques et matérielles, au niveau astral, parce qu'elles peuvent modifier la vibration pour vibrer au niveau éthérique, au niveau astral, et elles peuvent aussi agir au niveau mental, en agissant sur la psyché, voire carrément à l'intérieur même du cortex cérébral, et elles peuvent aussi s'inclure au niveau de la réalité, ce qui explique les synchronicités artificielles et tout cela. Et ça s'explique par la nature même de notre réalité qui fonctionne comme une simulation. Et le but de ces entités, c'est de créer un maximum d'émotions de basse vibration pour se nourrir, parce qu'elles se nourrissent d'émotions de basse vibration. Le but, c'est aussi de nous leurrer à consentir d'une manière ou d'une autre à donner notre âme à ces entités. Le consentement peut se faire par des rituels où là, carrément, les gens vendent leur âme au diable, mais le consentement peut aussi se faire par des contrats d'âme passés en rêve où les entités court-circuitent les rêves d'une personne pour
progressivement leurrer la personne à consentir à une possession totale. La possession totale peut aussi se faire par le leurre des entités qui se font passer pour des êtres de lumière, qui se font passer pour des guides, qui se font passer pour des personnes décédées, où progressivement la personne va consentir à ces entités jusqu'à ce que l'entité prenne l'âme de la personne. Et puis, le consentement peut se faire en isolant la personne, en provoquant des disputes entre la personne et son conjoint, par exemple, ou entre la personne et ses amis, et l'isoler et cibler de plus en plus la personne pour vampiriser un maximum d'énergie et pour, au bout d'un moment, manipuler la personne d'une manière ou d'une autre à consentir à donner son âme aux entités, parce que c'est souvent les entités attaquent en groupe. Et sur le plan collectif, la fusion avec la machine, le programme du faux sauveur externe qui est lié à tout ça, c'est pour que collectivement, l'humanité consente à donner son âme. Et ça serait la fin de l'humanité sur cette timeline. Donc, on voit qu'il y a ce programme, ce plan abject de phagocytage de l'âme très structuré, cette prédation aussi physique et psychique, et en même temps, les entités jouent avec nous un jeu pervers. Comme elles ont accès à nos pensées, elles jouent littéralement avec nous comme des pions. Et dans l'au-delà, par le biais des contrats d'âme, par des manipulations comme le karma et les chemins de vie, elles continuent de jouer avec nous. Et on peut penser que l'humain est un pion qui est pris dans un jeu entre différentes entités. Et le but de ces entités, c'est à la fin de prendre notre âme. C'est un jeu vampirique. Donc quand on comprend ces entités, quand on comprend qu'elles agissent à plusieurs niveaux, on se rend compte qu'on a affaire vraiment à des entités prédatrices. Et quand ces entités attaquent, la chose à faire, c'est de les faire partir. Et donc, je précise très clairement que je ne suis pas exorciste, que je ne suis pas thérapeute, et donc je vais donner des réflexions personnelles, ça c'est clair, sur ce que je pense de l'exorcisme et des thérapies pour faire partir les entités. Donc, il y a des exorcismes qui marchent et il y a des thérapies qui marchent, clair, net et précis. Mais il y a des exorcismes et il y a des exorcismes et des soins énergétiques qui ne marchent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'exorcistes qui vont littéralement rentrer dans la colère. Et la colère nourrit les entités. Donc les entités, ce qu'elles font, c'est qu'elles se nourrissent de ça, puis elles font semblant de partir pour faire croire à l'exorciste et à la personne exorcisée qu'elles sont parties, mais ensuite elles reviennent à la charge de plus belle. Et comme beaucoup d'exorcistes font ça à la chaîne sans aider les personnes, sans un suivi de la personne, les entités vont finir par revenir et attaquer de plus belle. C'est pareil pour l'hypnose régressive ésotérique. Il y a des groupes d'hypnothérapeutes qui ont tout compris à propos des entités. Et je ne les citerai pas, mais je suis d'accord avec quasiment tout ce qu'ils disent sur les entités. Il y a un très bon travail qui a été fait de compréhension des entités et tout ça. Par contre, ils disent qu'au bout d'une séance, tout est beau, tout est rose, et ils font ça à la chaîne. Bien évidemment, les entités s'en moquent parce qu'une entité, c'est pas en lui disant de partir qu'elle va partir.
encore une prise de conscience, ça peut aider. Par exemple, même le fait de ne pas consentir, de dire non au contrat d'âme et tout ça, bien évidemment que ça aide, mais ce n'est pas suffisant pour faire partir les entités. Et de dire à une entité de partir, ça peut être une forme de non-consentement, mais bien évidemment, ce n'est pas suffisant. C'est comme s'il y a, par exemple, un animal sauvage qui rentre dans une maison. Si on dit à l'animal sauvage de partir, l'animal en a rien à faire. Euh, s'il y a par exemple un tueur en série qui rentre dans une maison, euh, on a beau dire au tueur en série de partir, il en a rien à faire. Et les entités, c'est comme ça, c'est des tueurs en série. Donc, oui, à un niveau, comme elles attaquent par le subconscient la prise de conscience de ces entités, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Au bout d'un certain temps, l'entité va, l'entité va complètement s'en moquer. D'autant plus que, d'autant plus que les entités vont influencer l'esprit de l'exorciste et des hypnothérapeutes parce qu'elles peuvent manipuler la perception. Et c'est pour ça que quelqu'un qui exorcise sans discernement ou un hypnothérapeute qui pense qu'il n'est pas influencé, qui n'a pas de discernement, voilà, c'est évident que c'est comme donner des coups d'épée dans l'eau. Donc ça c'est une, ça c'est une certitude absolue. De même, il y a des, il y a des, il y a des personnes qui sont dans le soin énergétique et tout ça, qui pensent que ça suffit de faire, de faire du reiki, des machins comme ça pour faire partir les entités. Ça ne fait strictement rien. Si ce n'est, ça nourrit encore plus l'entité. Après, je ne parle même pas du cas où des personnes dans le soin énergétique sont manipulées par des entités de la fausse lumière, où là, carrément, ils mettent des entités, malgré ou pas, sur les gens. Tout ça pour dire qu'une entité ne part pas comme ça. Un bon exorciste va faire son exorcisme, un bon hypnothérapeute va faire son hypnose, un bon énergéticien va faire son soin énergétique, mais après, il faut tout un suivi de la personne pour que la personne élève ses vibrations, élève sa fréquence pour qu'elle ne soit plus attaquée par les entités sans âme. Et si il n'y a pas si la personne ne fait pas un travail sur elle pour élever sa fréquence, les entités reviennent. C'est clair, c'est net et c'est précis. C'est pour ça que c'est très très important quand il y a une hypnose qui est faite, quand il y a un exorcisme qui est fait, qu'il y ait un suivi de la personne pour que le thérapeute puisse aider la personne à prendre conscience de son propre pouvoir, et notamment qu'on est des êtres créateurs, qu'on crée des canevas de réalité, pour qu'on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Comme les entités sans âme n'ont pas de connexion divine, si on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà d'un certain seuil, il est de moins en moins compatible avec les entités sans âme. Mais ça passe par élever notre vibration, élever notre fréquence. Ça passe par se créer son propre bonheur dans le quotidien, parce que les entités sont allergiques à tout cela. Or, énormément d'exorcistes, énormément d'énergéticiens, énormément d'hypnothérapeutes, au bout d'une séance, c'est terminé, tout est beau et tout est rose. Et ça, si la personne a compris qu'après il faut faire le travail sur soi pour vibrer au-delà des entités, la personne peut s'en sortir. Mais si la personne n'a pas compris ça, les entités reviennent à la charge. Donc, un vrai exorciste doit accompagner
le, le client. De même, un vrai hypnothérapeute, un vrai énergéticien doit accompagner le client jusqu'à ce qu'il réussisse à, vibrer au-delà des entités. Or, quand on entend des exorcistes dire je fais mon exorcisme, mais je n'écoute pas mon client, ça donne envie vraiment de vomir. Et puis après, qu'ils disent après, une fois que le client est parti, c'est fini, j'oublie, ça donne envie de vomir. Ça, c'est vraiment appeler les entités. Et c'est pareil pour beaucoup d'hypnothérapeutes, beaucoup d'énergéticiens. De toute manière, le milieu est gangréné par la fausse lumière, c'est gangréné aussi par l'ego et tout cela. Et puis, après, même pour un thérapeute, un exorciste, un énergéticien, c'est de constamment faire évoluer les thérapies. Pourquoi? Parce que les entités s'adaptent. Elles s'adaptent elles s'adaptent à tout cela. Parce qu'on a affaire à des créatures physiques à la base. On a affaire à des créatures qui ont une intelligence clinique, froide et calculatrice, et qui sont capables de s'adapter. Par exemple, et ça, il y a un thérapeute norvégien, Are Thorensen, qui s'est rendu compte de ça. Il a mis au point des thérapies pour essentiellement soigner, soulager des animaux attaqués par des entités qui provoquaient des maux physiques, littéralement, parfois très graves. Et ces techniques marchaient jusqu'à un jour où elles ne marchent pas. Et il s'est rendu compte que les entités s'adaptaient constamment et qu'elles avaient toujours une longueur d'avance. Donc lui, il a décidé de toujours moduler sa manière, sa pratique en fonction des entités. Or, qui module sa pratique aujourd'hui? Pour beaucoup, faire partir les entités, c'est visualiser la flamme violette, c'est dire telle ou telle prière et tout ça. Ça, c'est zéro. Ça fait rire les entités. On a affaire à des formes de vie synthétiques, prédatrices, manipulatrices, qui s'adaptent. On a affaire à des formes de vie qui se moquent de l'humain, qui jouent avec l'humain et qui arrivent à modifier leur apparence et qui arrivent à faire croire qu'elles sont parties et tout ça, alors qu'elles ne partent pas comme ça. Et pour moi, la solution, et après, bien évidemment, chacun prend ou laisse, mais pour moi, la solution pour qu'un exorcisme, un soin énergétique marche, c'est qu'il y ait un suivi. Et c'est après que la personne fasse un travail sur elle pour élever ses vibrations au-delà des entités non humaines, pour qu'on crée un canevas de réalité de moins en moins compatible avec les entités non humaines. Et ça passe par se créer son propre bonheur dans le quotidien. Ça passe par même faire des choses simples pour élever sa vibration. Ça peut être prendre un café avec un ami, lire un livre qui nous intéresse, se promener dans la forêt. Et ça passe par transmettre ce bonheur à un maximum de personnes pour que individuellement et collectivement, on crée une réalité, un canevas de réalité incompatible avec les entités sans âme qui court-circuitent nos pouvoirs créateurs pour nous faire créer la réalité qu'elles veulent. Donc ça passe vraiment par utiliser nos pouvoirs créateurs pour créer une réalité qui vibre au-delà des entités non humaines. Simplement, le mouvement New Age et tout ça veulent du sauveur externe. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le sauveur externe? On délègue
nos pouvoirs à d'autres personnes. Et c'est ce que veulent les entités. Parce que pour que les entités limitent leurs attaques, ça passe par élever sa vibration au-delà des entités. Mais c'est un travail constant, c'est un travail de se créer son propre bonheur dans le quotidien. Et pour pouvoir faire ça, il faut déjà prendre conscience des entités. Or, combien de personnes ont conscience des entités? Très peu. Parmi les gens qui en ont conscience, tout le monde pense que c'est des êtres un peu éthérés, abstraits, qui partent par un cours de baguette magique. Beaucoup de gens pensent aussi que ces entités font partie du plan divin et tout ça. Elles n'ont rien à voir avec le plan divin. Ce sont des entités parasites. Ce sont des entités qui sont liées à tout sauf à un plan divin. Et ce sont des entités il faut prendre conscience de ce que sont ces entités pour pouvoir faire le travail sur soi, pour vibrer au-delà de ces entités. Et ça passe par la prise de conscience, parce que déjà quand on prend conscience, ça atténue les attaques des entités, puisqu'elles attaquent au niveau du subconscient. Bien évidemment, ça ne suffit pas parce qu'ensuite elles reviennent. Donc ça passe par vraiment se créer son propre bonheur dans le quotidien et transmettre ce bonheur à un maximum de personnes pour que individuellement et collectivement, on utilise nos pouvoirs créateurs pour créer un canevas de réalité de moins en moins compatible avec les entités sans âme, pour qu'elles ne court-circuitent pas nos pouvoirs créateurs, pour qu'on puisse créer une vraie réalité humaine. Donc les mots-clés, c'est l'information, la joie, le bonheur et l'amour. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast YouTube. Merci beaucoup. Au revoir.